livre plein les oreilles, en vacances, Clotilde Sey pour vous accompagner. Que vous soyez d'ailleurs en vacances ou non, moi je me suis dit que c'était sûrement le moment idéal pour vous de découvrir peut-être l'univers du livre audio. Alors laissez-moi vous raconter des histoires et surtout laissez-moi le plaisir de vous en proposer. Alors cette semaine en première partie, 4 livres qui se lisent très très bien par les oreilles en été. Il y aura du drôle et du croustillant avec le petit Nicolas, de l'enchanteur et du savoureux avec Karen Ponte, de la franche rigolade littéraire à l'américaine et un feel good, comme disent les Français, de Mélissa d'Acosta. On va commencer par un de mes petits chouchous, le petit Nicolas. J'aurais payé pour le lire, celui-ci, je pense. Une lectrice raconte au sujet de les vacances du petit Nicolas. Chaque été, j'essaie de choisir un livre à lire à mes enfants qui est une thématique liée aux vacances et à l'été. C'est exactement ce que j'ai fait, moi, en préparant cette émission, d'ailleurs. Et cette année, dit cette lectrice, j'ai opté pour les vacances du petit Nicolas. Cela faisait une éternité que je n'avais pas lu de petit Nicolas depuis l'enfance, en fait. Et ce fut un plaisir que de retrouver ce sympathique personnage né, faut-il le dire, de la plume et de l'imagination de René Goscinny et de Jean-Jacques Sempé. Elle dit encore, cette lectrice, que la réussite du livre tient avant tout à l'écriture de Goscinny. Il parvient à donner un rythme très particulier à son texte, comme un parler enfantin. Effectivement, on jurerait que c'est un petit garçon qui nous raconte ses aventures, et c'est d'autant plus vrai, d'ailleurs, lorsqu'on le livre à haute voix, lu par Benoît Poulvorde. Écoutez, quant aux histoires, le petit Nicolas, elles sont savoureuses, exagérées bien sûr, puisque racontées par le regard, par la mémoire, par les souvenirs d'un petit garçon, mais elles sont finalement tellement justes. On est tellement d'enfants français et je suis convaincu québécois à avoir vécu ce genre de situation. Alors, la situation en question, c'est un petit livre, Les vacances du petit Nicolas, qui commence juste avant les vacances. Ça discute ferme autour du lieu de villégiature choisi par papa, mais qui ne plaît pas du tout, mais alors pas du tout à maman. Le petit Nicolas, en vacances, interprété par Benoît Poulvorde. Blé dur ne sait pas se débrouiller, a dit papa. Et il s'est rassis. Possible, a dit maman. Mais si tu veux une soupe de poisson, je ne peux pas la faire dans une casserole trouée, même si on arrive à se procurer du poisson. Alors moi, je me suis mis à pleurer, parce que c'est vrai ça, c'est pas drôle d'aller à une mer où il n'y a pas de poisson, alors que pas loin, il y a les Atlantiques où c'en est plein. Maman a laissé son tricot, elle m'a pris dans ses bras, et elle m'a dit qu'il fallait pas être triste, à cause des vilains poissons, et que je serais bien content tous les matins quand je verrais la mer de la fenêtre de ma jolie chambre. C'est-à-dire, a expliqué papa, que la mer, on ne la voit pas de la villa. Mais elle n'est pas très loin, à 2 kilomètres. C'est la dernière villa qui restait à louer à Plage-les-Pins. Mais bien sûr, mon chéri, a dit maman. Et puis elle m'a embrassé et je suis allé jouer sur le tapis avec les 2 billes que j'ai gagnées à Eudes, à l'école. Et la plage, c'est des galets, a demandé maman. Non, madame, pas du tout, a crié papa tout content. C'est une plage de sable très fin. On ne trouve pas un seul galet sur cette plage. Tant mieux, a dit maman. Comme ça, Nicolas ne passera pas son temps à faire ricocher des galets sur l'eau. Depuis que tu lui as appris à faire ça, c'est une véritable passion chez lui. Et moi, j'ai recommencé à pleurer parce que c'est vrai que c'est chouette de faire ricocher des galets sur l'eau. J'arrive à les faire sauter jusqu'à 4 fois. Et ce n'est pas juste à la fin d'aller dans cette vieille villa avec des casseroles trouées, loin de la mer, là où il n'y a ni galets, ni poissons. Je vais chez mémé, j'ai crié. Et j'ai donné un coup de pied à une des billes d'Eudes. Maman m'a pris de nouveau dans ses bras et elle m'a dit de ne pas pleurer, que papa était celui qui avait le plus besoin de vacances dans la famille et que même si c'était moche là où il voulait aller, il fallait y aller en faisant semblant d'être content. Mais, a dit papa. Moi je veux faire des ricochets, j'ai crié. Tu en feras peut-être l'année prochaine, m'a dit maman, si papa décide de nous emmener à Bas-les-Mers.
Où ça ? A demandé papa, qui est resté avec la bouche ouverte. À Bain-les-Mers, a dit maman, en Bretagne, là où il y a l'Atlantique, beaucoup de poissons et un gentil petit hôtel qui donne sur une plage de sable et de galets. Moi, je veux aller à Bain-les-Mers, j'ai crié. Moi, je veux aller à Bain-les-Mers. Mais mon chéri, a dit maman, il faut être raisonnable, c'est papa qui décide. Papa s'est passé la main sur la figure. Il a poussé un gros soupir et il a dit... Bon, ça va, j'ai compris. Il s'appelle comment ton hôtel ? Beau Rivage, mon chéri, a dit maman. Papa a dit que bon, il allait écrire pour voir s'il restait encore des chambres. Ce n'est pas la peine, mon chéri, a dit maman. C'est déjà fait. Nous avons la chambre 29, face à la mer, avec salle de bain. Et maman a demandé à papa de ne pas bouger parce qu'elle voulait voir si la longueur du pullover qu'elle tricotait était bien. Il paraît que les nuits en Bretagne sont un peu fraîches. La plage, c'est chouette. À la plage, on rigole bien. Je me suis fait des tas de copains. Il y a Blaise, et puis Fructueux, et ma mère. Oh, qu'il est bête celui-là. Et Irénée, et Fabrice, et Côme, et puis Yves, qui n'est pas en vacances parce qu'il est du pays, et on joue ensemble. On se dispute, on se parle plus, et c'est drôlement chouette. Va jouer gentiment avec tes petits camarades, m'a dit papa ce matin. Moi, je vais me reposer et prendre un bain de soleil. Et puis il a commencé à se mettre de l'huile partout et il rigolait en disant « Oh, quand je pense aux copains qui sont restés au bureau !» Nous, on a commencé à jouer avec le ballon d'Irénée. « Allez jouer plus loin !» a dit papa, qui avait fini de se huiler. Et bing ! Le ballon est tombé sur la tête de papa. Ça ne lui a pas plu à papa. Benoît Poulvorde, c'est irrésistible, lisant cet extrait, en fait tout le livre d'ailleurs, Les vacances du petit Nicolas de Goscinny, et ça avait été dessiné par Jean-Jacques Sampé à l'époque. En voilà une qui sait écrire en alternant chaud et froid, l'émotion et le rire. Elle sait écrire des jolis romans détente et c'est Karen Ponte. On est avec Meg qui fait face aujourd'hui à une ado en crise qu'elle ne reconnaît plus. Son mari ne se préoccupe guère des tâches quotidiennes et puis il y a le coup de grâce, cette saleté d'infarctus qui a fauché sa mère avant l'heure. Alors tandis qu'elle se résout à vider la maison de son enfance, Meg déniche une pellicule photo qui l'intrigue et elle décide de la faire développer. Mais rien ne pouvait la préparer à la série de clichés qu'elle découvre alors. Ça s'appelle « La lumière était si parfaite » de Karen Ponte et c'est lu notamment par Laetitia Lefebvre et Maïté Monceau. L'une au lycée, en seconde, l'autre à l'école primaire, en CM1. À 2 endroits opposés de la ville, bien entendu. Ce serait trop facile sinon. Surtout, ne pas oublier de donner à ma fille le dernier chèque d'acompte pour son voyage scolaire en Irlande. Madame Isaac, de l'administration, m'a déjà relancé une fois. Lali décolle demain matin de bonne heure. Il faut que je vérifie aussi qu'elle a bien terminé sa valise et qu'elle n'a rien oublié d'essentiel. La dernière, et d'ailleurs première fois que je lui ai laissé le soin de faire ses bagages, elle est partie sans une seule paire de chaussettes de rechange. Pour Malone, c'est jour de sortie scolaire. Ils vont visiter une réserve avec des oiseaux, je crois. Ou alors avec des tortues. Oiseaux, tortues, peu importe, ça ne changera rien sur la bataille à venir contre une adoption de l'animal en question. Si j'ai opté pour une contraception définitive il y a quelques mois, ce n'est pas pour ajouter à la liste un être vivant à nourrir chaque jour, qu'il soit à écailles ou à plumes. Et donc, qui dit sortie scolaire, dit pique-nique à préparer. Évidemment, il me revient soudain que mes 2 et chers tendres enfants,
Cher, c'est sûr, tendre, j'ai un doute, ont englouti hier soir les derniers morceaux de pain qui restaient dans le congélateur. Il faut que je fasse un saut à la boulangerie pour en acheter. Si je ne me lave pas les cheveux, je devrais avoir le temps. Tant pis, je me ferai un chignon et prétendrai être en pleine cure de sébum. Il paraît que c'est tendance, le cheveu gras. À 11h, je dois récupérer mon drive pour le dîner de ce soir. Stéphane a convié plusieurs chefs d'entreprise ainsi que leurs femmes à dîner chez nous. Ils sont en train de monter une sorte d'association, histoire de peser plus lourd lors d'achats groupés de matériel ou de fournitures de bureau et d'obtenir ainsi de meilleurs prix. Stéphane s'est investi à fond dans ce projet, ne comptant pas ses heures, ni les miennes. Chaque soir, alors que nous sommes couchés, il me fait le récit de ces journées trépidantes, pleines de réunions, de décisions à prendre et de contrariétés associées. Il travaille depuis maintenant 15 ans dans une entreprise d'import-export dont il a gravi tous les échelons jusqu'au poste de directeur qu'il occupe aujourd'hui. Et le moins que l'on puisse dire, c'est qu'il en a à raconter. Si bien que, lorsqu'arrive le « Et toi, ta journée ?», je suis tellement fatiguée que je peine à garder les yeux ouverts. De toute façon, mais j'ai trié les boîtes de conserve par date de péremption ne font pas le poids contre ces « On vient de signer un contrat de 9 millions d'euros ». Alors, la plupart du temps, je me limite à un « ça a été, rien de particulier », dont il se contente avant de me souhaiter bonne nuit. Certains soirs, s'il n'est pas trop fatigué et que je ne m'endors pas sur mon livre ouvert, il se tourne vers moi, glisse sa main sous mon t-shirt dans l'attente d'une approbation. Je pose alors mon livre et nous faisons l'amour. C'est moins passionné qu'au début de notre relation, mais ça n'en reste pas moins très agréable. Et parfois même pleinement satisfaisant. Il y a quelques années, nous profitions des minutes suivant le plaisir pour parler d'avenir, de voyage, de projets. Aujourd'hui, il s'endort, et moi je reprends mon livre. Quand je m'en fais la réflexion, je me rassure en me disant que c'est probablement le lot de tous les couples mariés avec enfants, et qu'on ne peut pas tout avoir. Alors que je parcours les tâches du jour dans mon carnet, je me dis qu'il serait bien, si j'ai le temps avant de me mettre au fourneau, que je passe chez le notaire. Il m'a envoyé un email hier après-midi pour me réclamer des documents concernant la succession de maman. Des documents que je lui ai déjà donnés, dont certains plusieurs fois. Il faut que j'intègre aussi qu'à 17h30, Malone a son cours de water-polo. Si Lali n'est pas trop mal lunée et qu'elle a terminé de préparer sa valise, je lui demanderai si elle veut bien accompagner son frère. La piscine n'est qu'à 10 minutes à pied de la maison, mais c'est l'équivalent de 1000 kilomètres au moins sur l'échelle de l'adolescence. Les minutes défilent. Il est bientôt 6h35. Je ne vais pas avoir le temps de passer à la boulangerie, et je peine à trouver l'énergie de me lever. J'ai bien dormi cette nuit, pourtant je me sens très fatiguée ce matin. C'est alors que mes yeux se posent sur la date du jour et que je comprends. Nous sommes le 22 juin. Aujourd'hui, elle aurait fêté ses 72 ans. Ma maman qui me manque tellement et qui est partie il y a 6 mois maintenant. Si elle était encore là, elle serait venue me voir à la maison et m'aurait embarquée dans une virée shopping. Elle adorait sa journée d'anniversaire dont elle profitait pour dépenser sans compter et s'offrir quantité de choses aussi inutiles qu'indispensables. Nous aurions déjeuné dans son restaurant préféré et elle n'aurait commandé que des desserts. Voilà, c'était un extrait de La lumière était si parfaite de Karen Ponte, lu par Laetitia Lefebvre ou Maïté Monceau. Allez savoir. C'était sorti en 2021 pour ceux ou celles que ça intéresserait. Tiens, pour rigoler maintenant, Mon chien stupide de John Fante, je pense que ça se prononce comme ça, F-A-N-T-E, c'est lu en français par Thibaut de Montalembert. Alors, le personnage principal n'est pas ce chien stupide, mais un homme qui est un fils d'immigré italien qui caresse quelque part le rêve d'un retour dans son Italie natale, qui fantasme sur une vie paisible aux terrasses des cafés de la Piazza Navona à Rome. Mais pour l'heure, il court le cacher, cet écrivain quelque peu raté. Il cherche à écrire des scénarios médiocres pour des séries télé, disons-le, affligeantes, et le plus souvent aller encaisser un chèque des allocations de chômage. Et ne voilà-t-il pas
que l'existence tumultueuse de la famille est bouleversée lorsqu'un gigantesque chien décide de s'installer dans la maison pour le plus grand bonheur de l'auteur raté, mais aux grandes dames du reste de la tribu. Alors, je vous le dis, ce chien stupide est une tragicomédie de la crise individuelle, crise d'adolescence à retardement, démon du midi, couple en déliquescence, bref, tout pour faire un bon roman d'été. Une lectrice écrit, John Fante écrit avec des gants de boxe, il vise à l'estomac, puis balance un crochet du gauche et vous êtes en KO d'un dernier uppercut. Ce clébard inopportun n'est qu'un prétexte pour démolir avec jouissance tous les poncifs, clichés et faux semblants de l'idyllique American Way of Life. Ses grosses bagnoles, ses surfeurs bronzés, son melting pot, son ascenseur social garanti par le gouvernement, sa famille modèle qui rabâche sans arrêt « ça va aller, je suis désolé » et qui dégouline de bons sentiments. Voilà. Alors, adopter un chien stupide, ça rend intelligent. C'est un petit peu le message que nous donne Monsieur John Fante dans Mon chien stupide, lu par Thibaut de Montalembert. Comme je l'avais prévu par cette soirée de tempête, je me suis engagé dans Bonsall au lieu de Fernhill. Puis j'ai entamé la longue routine désespérée consistant à essayer de trouver ma maison. Je savais qu'à condition de ne pas tomber en panne d'essence, je finirais par rejoindre la route de la côte et la lumière blafarde de la cabine téléphonique de l'arrêt de bus, d'où je pourrais appeler Harriet pour lui demander de venir et de me montrer le chemin de la maison. 10 minutes après, elle est arrivée sur la colline. Les phares du break foraient des puits de lumière dans la tempête. Puis, ils ont zoomé sur moi et ma voiture, garée près de la cabine téléphonique. Elle a klaxonné, sauté du break, puis couru vers moi en imperméable blanc. L'inquiétude écarquillait ses yeux. « Tu vas avoir besoin de ça. » Elle a brusquement sorti mon calibre 22 de sous son manteau et l'a tendu par la vitre ouverte de la Porsche. « Il y a une chose terrible dans la cour. »« Quoi ?» Dieu seul le sait. Je ne voulais pas de ce sacré revolver. J'ai refusé de le prendre. Elle a tapé du pied. « Prends-le, Henri. Il te sauvera peut-être la vie. » Elle l'a brandi sous mon nez. « Merde, qu'y a-t-il » ? « Je crois que c'est un ours. »« Où ?»« Sur la pelouse, sous la fenêtre de la cuisine. »« C'est peut-être un des gosses. Avec de la fourrure ?»« Quel genre de fourrure ?»« De la fourrure d'ours. »« Il est peut-être mort. Ça respire. » J'ai essayé de repousser le revolver vers elle. « Écoute, j'ai pas la moindre envie de descendre un ours endormi avec un calibre 22. Je vais me contenter de le réveiller et d'appeler le shérif. » J'ai ouvert la porte, mais elle l'a refermée. « Non, examine-le d'abord. C'est peut-être rien du tout. Peut-être tout simplement un âne. »« Oh merde, maintenant c'est un âne. Ça a de grandes oreilles ? Je n'ai pas remarqué. » J'ai soupiré et mis le moteur en route. Elle est retournée vers le break en courant, puis a fait demi-tour. Comme il n'y avait pas de ligne blanche médiane, je suis resté près de ses feux arrière en roulant doucement au milieu des trompes d'eau. Notre maison se dressait sur un demi-hectare de terrain, à une centaine de mètres de la falaise et de l'océan qui rugissait en contrebas. C'était ce qu'on appelait un ranch en forme de Y, bâti à l'intérieur d'un mur en ciment qui entourait complètement la propriété. 150 grands pins poussaient le long de ce mur et nous donnaient l'impression d'habiter en pleine forêt. L'ensemble ressemblait exactement à ce qu'il n'était pas, le domicile d'un écrivain à succès. Mais tout était payé, jusqu'à la dernière pomme d'arrosage. Et je mourais d'envie de bazarder tout ça pour quitter le pays. « Faudra d'abord que tu me passes sur le corps », me défiait Harriet. Elle était pourtant adorable, mon Harriet. 25 ans qu'elle tenait le coup à mes côtés. Elle m'avait donné 3 fils et une fille, dont j'aurais joyeusement échangé n'importe lequel, voire les 4, contre une Porsche neuve ou même une MG GT 1970. « Il est toujours là », a dit Harriet d'une voix hésitante en regardant la porte de derrière. Alors je l'ai vu, tas sombre et massif,
immobile et hirsute comme un tapis. J'ai dit à Harriet de garder son calme. Le revolver. Je l'ai laissé dans la voiture. Elle est retournée le chercher, puis l'a placé dans ma main. « Détends-toi, bon Dieu !» j'ai dit. Le tas était à une quinzaine de mètres du garage, en direction de la porte de derrière, sous le passage protégé de la pluie par un haut vent qui dépassait du toit et faisait comme un porche. La main d'Harriet s'est refermée sur un pan de mon manteau. L'arme dirigée vers la bête, j'ai avancé sur la pointe des pieds, effrayé, en essayant d'accommoder sur la chose brouillée par la pluie. Une image s'est peu à peu formée. C'était un mouton qui gisait là. Je ne distinguais pas sa tête, mais son dos et son ventre laineux étaient parfaitement visibles. Brusquement, le vent a tourné, modifiant la direction de la pluie et métamorphosant l'animal. J'ai retenu mon souffle. Ce n'était pas un mouton. Ça avait même une crinière. « C'est un lion », j'ai dit en reculant. Mais Harriet avait une excellente vue. Certainement pas. Toute peur avait quitté sa voix. C'est juste un chien. Elle s'est avancée d'un pas confiant. Il s'agissait bel et bien d'un chien, un très gros chien, aux poils fournis, marron et noir, doté d'une tête massive et d'un court museau noir aplati, une tête mélancolique à la sombre gueule d'ours. Allez, on continue un petit tour d'horizon des livres que j'ai trouvés pour vous à écouter, des livres de vacances que vous pourrez entendre sur une plage, mais pas forcément non plus sur les bords d'une piscine. Peut-être que vous restez chez vous, après tout, à l'ombre d'un arbre. Je vous imagine ballottant comme ça au gré du vent dans un hamac. Tiens, et lisant, pourquoi pas Tout le bleu du ciel. Parce que je sais que vous avez dû le manquer. C'est le genre de livre qu'on manque au moment où ça sort. C'est de Melissa d'Acosta. Je vous présente ça comme ça. Petite annonce. Jeune homme de 26 ans, condamné à une espérance de vie de 2 ans par un Alzheimer précoce, souhaite prendre le large pour un ultime voyage. Recherche compagne, pour partager avec moi ce dernier périple. Émile a décidé de fuir l'hôpital, la compassion de sa famille et de ses amis. Et à son propre étonnement, il reçoit une réponse à cette annonce. 3 jours plus tard, devant le camping-car acheté secrètement, il retrouve Joanne, une jeune femme coiffée d'un grand chapeau noir qui a pour seul bagage un sac à dos et qui ne donne aucune explication sur sa présence, et ainsi commence un voyage stupéfiant de beauté. À chaque détour de ce périple naissant, à travers la rencontre avec les autres et la découverte de soi, la joie, la peur, l'amitié, l'amour, peu à peu, va se développer et va percer la carapace de douleur d'Émile. Parce qu'en fait, il n'est pas seul à souffrir dans cette histoire-là. Elle, au départ, elle est totalement absente, y compris à elle-même. Mais on va voir que la magie va opérer entre ces deux-là. Je ne l'ai pas encore lu, il est sur ma table de nuit, mais tous ceux autour de moi qui l'ont lu m'ont dit « Ce livre est fantastique ». Tout le bleu du ciel de Melissa d'Acosta. C'est lu en audio par Bruno Meyer et je vous en propose un extrait. Aujourd'hui, il peut enfin partir. Il n'a guère plus d'attache. Il n'a que 2 ans à vivre et des proches qui se préparent déjà à le perdre. Maintenant ou dans 2 ans, ça ne fait pas grande différence. Il relit une dernière fois l'annonce. Oui, elle est étrange et impersonnelle. Oui, probablement personne n'y répondra. Peu importe, il partira tout de même. Seul. Il craint de mourir seul, c'est quelque chose qui l'angoisse. Mais si ça doit arriver, si personne ne répond à son annonce, alors tant pis. Il partira car son dernier rêve est plus fort que sa peur. Il clique sur le bouton « Envoyer » et un message s'affiche à l'écran, lui indiquant que l'annonce vient d'être publiée. Il se laisse aller dans son fauteuil en soupirant. Il est 1h15 du matin.
Si jamais quelqu'un répond, si jamais quelqu'un a la folie ou le courage de lui répondre, il ne sait pas très bien comment le définir, alors il est persuadé qu'il aura trouvé le meilleur compagnon de voyage de tous les temps. Il se sent un peu bête et maladroit. Encore pire que lors d'un premier rendez-vous. La voilà devant lui. Elle est frêle, toute menue. Elle a des épaules fines. Il se demande comment elle peut porter un sac à dos si gros. Sous son grand chapeau noir se cache un visage fin, des petits yeux marrons sans éclat, des cheveux châtains clairs emmêlés, ni vraiment lisses, ni vraiment ondulés. Elle doit être belle quand elle le veut, quand elle peigne ses cheveux, quand elle dessine un trait noir sur ses yeux, quand elle ne se noie pas dans des vêtements trop grands et quand elle ne se cache pas dans l'ombre de son chapeau. Mais là, elle a simplement l'air petite. Petite et un peu terne, un peu négligée. « Salut », dit-il, la gorge un peu nouée. Elle lève la tête pour lui répondre. Elle doit à peine faire 1,57 m. Elle a raison. « Salut ». Elle n'ajoute rien de particulier. Il se trouve un peu pris au dépourvu. Il se l'est imaginé autrement. Le ton de son premier message laissait deviner une fille à l'aise, une fille légère, un peu désinvolte, un peu dingue. Pas cette espèce de petit bout de femme mangé par son chapeau et tellement timide. Il se sent obligé de poursuivre, car il sait qu'elle ne le fera pas. « Eh ben, c'est moi. Je suis Émile. » Elle hoche la tête, esquisse un semblant de fragment de sourire. « Moi, Johan. » Tu es là depuis longtemps ? 2 heures. Oh, je savais pas, je suis désolé. C'est rien. On m'a déposé plus tôt que prévu. Elle a une petite voix qui porte très peu. Décidément, elle n'a rien à voir avec la fille du premier message. Tu t'es fait amener en voiture ? J'ai fait du stop. Hein ? Il ne trouve rien d'autre à ajouter. Elle est là, plantée devant lui avec son énorme sac à dos rouge. Alors il ajoute. T'es prête ? On y va ? Je sais pas quoi faire. Ben moi, je sais. Écoutez un livre, et pourquoi pas un polar de Michael Connelly, un best-seller de Paulo Coelho, une série jeunesse haletante ou une vraie brique d'été qui représente 18 heures d'écoute. C'est tout ça que j'ai à vous proposer à l'émission Des livres plein les oreilles. Plein les oreilles en vacances, j'aurais dû préciser. Alors le polar de la semaine, En attendant le jour de Michael Connelly, lu par Caroline Klaus. Reléguée au quart de nuit du commissariat d'Hollywood, l'inspectrice Renée Ballard se lance dans des enquêtes qu'elle n'a pas le droit de mener à leur terme. Le règlement l'oblige en effet à les confier aux inspecteurs de jour dès la fin de son service. Mais une nuit, elle tombe sur 2 affaires qu'elle refuse d'abandonner. Le tabassage d'une prostituée laissée pour mort dans un parking, un prostitué d'ailleurs, et le meurtre d'une jeune femme lors d'une fusillade dans un nightclub. En violation de toutes les règles et contre les désirs même de son coéquipier, elle décide de travailler les 2 dossiers de jour tout en honorant ses quarts de nuit. Évidemment, l'épuisement la gagne, ses démons la rattrapent et la hiérarchie s'acharne, mais Renée Ballard n'est pas du genre à se laisser marcher sur les pieds. Renée Ballard, mi-blanche, mi-polynésienne, qui est une jeune femme volontaire, qui n'hésite pas d'ailleurs à se mettre les pieds dans le plat et à passer en force, ce qui, du fait de sa situation compliquée, ne va pas arranger ses affaires. Voici un extrait de « En attendant le jour » de Michael Connelly, lectrice Caroline Klaus.
Le service des admissions comprenait 6 boxes d'évaluation et de traitement fermés par des rideaux. Des médecins, des infirmières et des techniciens y travaillaient autour du poste de commandement au milieu de la salle. La scène tenait du chaos organisé, où chacun avait une tâche à effectuer, une sorte de main invisible chorégraphiant le tout. La nuit était animée, mais au Hollywood Press, elle l'était toute. Un autre officier de la patrouille, se tenant devant le rideau du box 4, Jenkins et Ballard le rejoignirent aussitôt. Il avait 3 galons sur la manche, ce qui signifiait 15 ans donnés au service, et Ballard le connaissait bien. « Smithy !» lança-t-elle. « Le to-bib est là ?» L'officier Melvin Smith leva le nez du portable sur lequel il rédigeait un texto. « Ballard, Jenkins, comment ça va ?» Puis il ajouta. « Non, elle est seule. Ils vont l'emmener en salle d'op. Fracture du crâne, œdème cérébral. Ils disent qu'il va falloir lui ouvrir le crâne pour faire retomber la pression. »« Ça, je connais, » dit Jenkins. « Et donc, elle ne parle pas ?» demanda Ballard. « Non, c'est fini, » répondit Smith. « Ils l'ont mise sous sédatif et je les ai entendus dire qu'ils allaient la plonger dans le coma jusqu'à ce que l'œdème se résorbe. Eh, Ballard, comment va Lola ? Ça fait un moment que je l'ai pas vue. »« Lola va bien, » répondit Ballard. « C'est vous qui l'avez trouvée ou bien vous avez reçu un appel ?»« Oui, un appel de première urgence, » répondit Smith. « Mais il n'y avait plus personne quand on est arrivé. La victime était allongée là, toute seule dans le parking. On a cru qu'elle était morte quand on est arrivé. »« Vous avez appelé pour sécuriser la scène de crime ?»« Non, il n'y a que du sang sur le goudron, Ballard. C'est là qu'on l'avait jetée. »« Oh, allons, Smithy, c'est des conneries, ça. Faut analyser la scène. » Allez, filez d'ici et tenez bon jusqu'à ce qu'on vous fasse monter une équipe. Vous pouvez toujours rester dans la voiture et faire la paperasse, par exemple. Smith se tourna vers Jenkins, le plus vieux des deux, pour avoir son soutien. « Elle a raison, » dit celui-ci. « Faut sécuriser la scène. »« Reçu 5 sur 5, » répondit Smithy d'un ton qui laissait entendre qu'on lui faisait perdre son temps. Ballard écarta le rideau du box 4. La victime était allongée sur le dos, une blouse d'hôpital vert clair couvrant son corps dévasté. Des tuyaux lui sortaient des 2 bras et du nez. C'était loin d'être la première fois que Ballard voyait une victime de violence en 14 années de service. Mais là, il s'agissait d'un des pires cas de victime encore en vie. Elle était petite et donnait l'impression de peser 55 kilos maximum. Ses 2 yeux avaient enflé au point d'être fermés, l'orbite droite manifestement brisée sous la peau. Son visage était tuméfié sur tout le côté gauche et la peau présentait des abrasions. Il était clair qu'on l'avait sauvagement battue et lui avait traîné la figure sur un terrain raboteux, probablement le sol du parking. Ballard se pencha plus près du lit pour examiner la blessure de la lèvre inférieure. Elle s'aperçut qu'il s'agissait d'une profonde morsure qui lui avait fendu la lèvre. Le tissu déchiré ne tenait plus que par 2 points de suture provisoires et exigerait toute l'attention d'un chirurgien esthétique, si la victime en réchappait. « Nom de Dieu !» s'exclama Ballard. Oui, il y aura un polar à chaque semaine, parce que les polars, ça se lit bien en été. Alors, ce qu'on vient d'entendre, c'était un extrait de « En attendant le jour » de Michael Connelly, lu par Caroline Close. On change complètement de registre avec le best-seller qu'on a peut-être, que vous avez laissé passer. J'ai choisi pour vous L'Alchimiste de Paulo Coelho, qui nous raconte l'histoire de Santiago, qui est un jeune berger andalou, qui part à la recherche d'un trésor enfoui au pied des pyramides. Et lorsqu'il rencontre l'alchimiste dans le désert, celui-ci lui apprend à écouter son cœur, à lire les signes du destin et par-dessus tout, à aller au bout de son rêve. Évidemment, c'est un conte philosophique destiné à l'enfant qui sommeille en chaque être, et c'est un livre qui a marqué toute une génération de lecteurs. Pourquoi ai-je choisi ce livre ? Je m'apprêtais à écrire une très jolie réponse lorsque je tombe sur celle-ci qui vient d'une lectrice de chez Babelio qui nous dit « Cela faisait un moment que j'avais envie de découvrir ce livre et je dois dire que je n'ai vraiment pas été déçu, bien au contraire.
L'histoire est celle de Santiago. Bon, alors là, elle répète un petit peu tout ce que je vous ai dit. Et puis, elle dit, au cours de ce voyage, il va lui arriver de drôles d'aventures, pas toujours heureuses, mais toujours instructives, car c'est bien connu, ce qui ne nous tue pas nous rend plus forts. Voilà, c'est un livre qui nous en apprend beaucoup sur nous, plus que ce qu'il nous en apprend sur la réelle destinée de Santiago d'ailleurs, et qui nous apprend à être sensibles aux signes que l'on voit autour de nous. Baliverne, me direz-vous, mais pourtant. Elle finit, cette lectrice, en écrivant un livre très bien écrit, aux chapitres courts et qui m'ont énormément plu, les chapitres, ou qui m'a énormément plu, le livre à découvrir, extrait de l'Alchimiste, lu par Féodor Atkin. Le lendemain, le jeune berger retrouva le vieil homme à midi. Avant que le jeune homme ait pu dire quelque chose, une phalène prit son envol entre le vieillard et lui. Il se souvint de son grand-père. Celui-ci lui avait dit quand il était enfant que les phalènes étaient un signe de chance. De même que les grillons, les sauterelles vertes, les petits lézards gris et les trèfles à 4 feuilles. « C'est cela », dit le vieillard qui pouvait lire dans ses pensées, « tout à fait comme ton grand-père t'a appris, ce sont là les signes. » Puis il ouvrit le manteau qui l'enveloppait. Le jeune garçon fut impressionné par ce qu'il vit alors et se souvint de l'éclat qu'il avait ébloui la veille. Le vieil homme portait un pectoral en or massif, tout incrusté de pierreries. C'était vraiment un roi. Il devait se déguiser de cette manière pour échapper aux brigands. « Tiens », dit-il en retirant une pierre blanche et une pierre noire qui étaient fixées au centre du pectoral. « Elle se nomme Urim Tumim. La noire veut dire oui, la blanche signifie non. Quand tu ne parviendras pas à repérer les signes, elles te serviront. Mais pose toujours une question objective. Auparavant, toutefois, j'aimerais te conter une petite histoire. Certain négociant envoya son fils apprendre le secret du bonheur auprès du plus sage de tous les hommes. Le jeune garçon marcha 40 jours dans le désert avant d'arriver finalement devant un beau château au sommet d'une montagne. C'était là que vivait le sage dont il était en quête. Au lieu de rencontrer un saint homme, pourtant, notre héros entra dans une salle où se déployait une activité intense. Des marchands entraient et sortaient, des gens bavardaient dans un coin, un petit orchestre jouait de suaves mélodies, et il y avait une table chargée des mets les plus délicieux de cette région du monde. Le sage parlait avec les uns et les autres, et le jeune homme dut patienter 2 heures durant, avant que ne vînt enfin son tour. Le sage écouta attentivement le jeune homme lui expliquer le motif de sa visite, mais lui dit qu'il n'avait alors pas le temps de lui révéler le secret du bonheur. Et il lui suggéra de faire un tour de promenade dans le palais et de revenir le voir à 2 heures de là. « Cependant, je veux vous demander une faveur, » ajouta le sage, en remettant au jeune homme une petite cuillère dans laquelle il versa 2 gouttes d'huile. Tout au long de votre promenade, tenez cette cuillère à la main, en faisant en sorte de ne pas renverser l'huile. Le jeune homme commença à monter et descendre les escaliers du palais, en gardant toujours les yeux fixés sur la cuillère. Au bout de 2 heures, il revint en présence du sage. « Alors, demanda celui-ci, avez-vous vu les tapisseries de Perse qui se trouvent dans ma salle à manger ? Avez-vous vu le parc que le maître des jardiniers a mis 10 ans à créer ? Avez-vous remarqué les beaux parchemins de ma bibliothèque ? » Le jeune homme confus dut avouer qu'il n'avait rien vu du tout. Son seul souci avait été de ne point renverser les gouttes d'huile que le sage lui avait confiées. « Eh bien, retourne faire connaissance des merveilles de mon univers, » lui dit le sage. « On ne peut se fier à un homme si l'on ne connaît pas la maison qu'il habite. » Plus rassuré maintenant, le jeune homme prit la cuillère et retourna se promener dans le palais en prêtant attention cette fois à toutes les œuvres d'art qui étaient accrochées au mur et au plafond.
Il vit les jardins, les montagnes alentour, la délicatesse des fleurs, le raffinement avec lequel chacune des œuvres d'art était disposée à la place qui convenait. De retour auprès du sage, il relata de façon détaillée tout ce qu'il avait vu. « Mais où sont les 2 gouttes d'huile que je t'avais confiées ?» demanda le sage. Le jeune homme, regardant alors la cuillère, constata qu'il les avait renversées. « Eh bien, dit alors le sage des sages, c'est là le seul conseil que j'ai à te donner. Le secret du bonheur est de regarder toutes les merveilles du monde, mais sans jamais oublier les 2 gouttes d'huile dans la cuillère. » Le berger demeura sans rien dire. Il avait compris l'histoire du vieux roi. Un berger peut aimer les voyages, mais jamais il n'oublie ses brebis. Ça se lit bien et ça se lit vite, L'Alchimiste de Paulo Coelho, dont on vient d'entendre un extrait lu par Féodor Atkin. Maintenant, des briques un peu plus consistantes, et notamment celle-ci que j'ai eu la joie de lire. C'est rare, j'en ai lu plus de 50 des bouquins, c'est rare que je diffuse un extrait, ça m'arrive, mais celui-ci, je trouve que c'est une série tellement parfaite pour les vacances. La passe miroir de Christelle Dabos, ça représente 4 bouquins, et comment vous dire, plus qu'une série pour les jeunes, cette passe miroir qui porte le joli nom d'Ophélie va beaucoup plus loin. Il faut à tout prix découvrir ces aventures passionnantes au-delà de l'anecdote. Vous savez, Harry Potter, ça a été écrit pour les jeunes, mais combien d'adultes, combien de parents se sont passionnés pour ces aventures-là. C'est la même chose, je trouve, moi, pour la passe miroir. La preuve, c'est que je me suis complètement attachée aux 80 personnages et quelques qu'on retrouve dans cette aventure. Le monde de Babel, écrit une lectrice que nous décrit l'auteur, est formidable, très formaté, peut-être même trop, mais derrière se cache la dénonciation du totalitarisme, de la censure. C'est extrêmement bien fait. Moi, j'ajoute, non, ne craignez rien de cette série. C'est tout simplement irrésistible, étonnant, détonnant aussi, et c'est truffé de détails inattendus. C'est vraiment inouï. En fait, je trouve ça complètement brillant, cette série de Christelle Dabos, qui est une espèce de métaphore, oui, moderne de la tour de Babel, avec toutes ces nationalités qui gravitent autour de Dieu, puis chacun a ses dieux, chacun a ses coutumes, chacun a ses puis il y en a même qui se prennent pour Dieu là-dedans et qui ne sont rien d'autre que des brins de feuilles, d'herbes, voilà, qui basculent et qui sont bousculés au gré des vents. Il y a des personnages tellement colorés et puis vraiment vivants. C'est que je vous recommande cette série-là. Et puis je vous le disais, il y a ces détails inattendus, comme par exemple lorsqu'on est sur la planète Anima. Elle porte bien son nom parce que les objets s'animent en certaines circonstances, comme par exemple il y a le jour des toquantes, et cette journée-là, ce sont les horloges et les montres qui s'animent. S'il y avait un événement qu'elle n'avait pas le cœur à fêter, c'était bien celui-là. Assignée au stand de gaufres au beau milieu du marché artisanal d'Anima, elle n'en finissait pas de voir défiler des pendules à coucou et des réveils matins. La cacophonie ininterrompue des tic-tac et des joyeuses toquantes se répercutait sur les grandes vitres de la halle. Ophélie avait l'impression que toutes ces aiguilles tournaient uniquement pour lui rappeler ce qu'elle n'avait pas envie de se rappeler. 2 ans et 7 mois. Ophélie observa la tante Roseline qui avait jeté ces mots en même temps que des gaufres fumantes sur le présentoir. À elle aussi, les toquantes donnaient des idées noires. « Crois-tu que madame répondrait à nos lettres ?» siffla la tante Roseline en agitant sa spatule. « Ah ça, je suppose que madame a mieux à faire de ses journées. »« Vous êtes injuste, dit Ophélie.
Bérénilde a probablement essayé de nous contacter. La tante Roseline reposa sa spatule sur le moule à gaufres et s'essuya les mains dans son tablier de cuisine. « Bien sûr que je suis injuste. Après ce qui s'est passé au pôle, ça ne m'étonnerait pas que les doyennes sabotent notre correspondance. Je ne devrais pas me plaindre en ta présence. Ces 2 ans et 7 mois ont été encore plus silencieux pour toi que pour moi. » Ophélie n'avait pas envie d'en parler. Le simple fait d'y penser lui donnait l'impression d'avoir avalé les aiguilles d'une horloge. Elle s'empressa de servir un bijoutier paré de ses plus belles montres. « Eh bien !» s'agaça-t-il lorsque ses montres se mirent toutes à claquer frénétiquement du couvercle. « Où sont passées vos bonnes manières, mesdemoiselles? Vous voulez donc que je vous ramène à la boutique ?»« Ne les grondez pas, » dit Ophélie. « C'est moi qui leur fais cet effet. »« Du sirop ?»« La gaufre suffira. Joyeuse toquante. » Ophélie regarda le bijoutier s'éloigner et reposa sur la table la bouteille de sirop qu'elle avait failli renverser. Les doyennes n'auraient pas dû me confier un stand de fête. Je ne sers qu'à distribuer des gaufres que je suis incapable de préparer moi-même. Et encore, j'en ai fait tomber une demi-douzaine par terre. La maladresse pathologique d'Ophélie était de notoriété familiale. Personne ne se serait risqué à lui demander du sirop d'érable avec toute cette horlogerie dans les parages. Ça me fait mal de l'admettre, mais pour une fois, je ne donnerai pas tort aux doyennes. Tu fais peur à voir. Et je pense que c'est une bonne chose que tu t'occupes un peu les mains. La tante Roseline appuya un regard sévère sur sa nièce, soulignant son visage tiré, ses lunettes décolorées et sa tresse si embrouillée qu'aucun peigne n'en venait à bout. « Je vais bien. »« Non, tu ne vas pas bien. Tu ne sors plus, tu manges n'importe quoi, tu dors n'importe quand. Tu n'es même pas retourné au musée. » ajouta gravement la tante Roseline, comme si ce détail-là était le plus préoccupant de tous. « En fait, j'y suis allée, » contredit Ophélie. Elle s'était précipitée là-bas, à son retour du pôle, sitôt descendue du dirigeable, avant même de déposer sa valise à la maison. Elle avait voulu voir de ses propres yeux les vitrines vidées de leur collection d'armes, la rotonde vidée de ses avions militaires, les murs vidés de leurs étendards impériaux et les alcôves vidées de leurs armures de parade. Elle en était ressortie déchirée et n'y était plus jamais retournée. « Ce n'est plus un musée », murmura-t-elle entre ses dents. « Raconter le passé en refusant de raconter la guerre, c'est mentir. »« Tu es une liseuse », la rabroa la tante Roseline. « Tu ne vas quand même pas rester les doigts croisés jusqu'à... Bref, tu dois aller de l'avant. » Ophélie s'abstint de rétorquer qu'elle ne se croisait pas les doigts et qu'aller de l'avant ne l'intéressait pas. Elle avait beaucoup enquêté ces derniers mois sans quitter son lit, le nez plongé dans des ouvrages de géographie. C'était ailleurs qu'elle devait aller, sauf qu'elle n'en avait pas la possibilité, pas tant que les doyennes la surveillaient, pas tant que Dieu la surveillait. « Il vaudrait mieux laisser ta montre à la maison pendant les toquantes, » déclara soudain la tante Roseline. « Elle agite les autres. » Des horloges s'étaient en effet attroupées devant le présentoir de gaufres. Ophélie posa instinctivement la main sur sa poche, puis elle fit signe au cadran d'aller pulser ailleurs. « C'est bien Anima, ça. On ne peut pas porter sur soi une montre déréglée sans sentir la désapprobation de toutes celles des environs. Tu devrais la faire soigner par un horloger. » Ça me replonger là-dedans. Quel bonheur. Je sais pas, ça représente, je me souviens plus, mais au moins 40-45 heures de studio. Quel régal. Lisez-le si vous voulez pas l'écouter, on s'en fout, mais vraiment, la passe miroir de Christelle Dabos, c'est un régal. Bon, allez, une autre brique. La mariée portait des bottes jaunes de Catherine Pancol, lue par Caroline Victoria, 18 heures d'écoute de livres. Et nous sommes avec India et Louis, qui ont 10 ans et 8 ans respectivement, 8 ans et demi même, quand leur mère les dépose devant la grille du château de Berléac en leur disant qu'elle reviendra. Les voilà tous les deux à devoir apprendre les codes d'une famille dont ils ignorent
tout, ceux d'une dynastie bordelaise à la tête d'un des plus beaux vignobles de Grave, qui les accueille avec réticence, voire avec méfiance. Que de rancune, de secrets, de trahison en ce château majestueux où chacun joue un rôle et entend occuper le devant de la scène. Les enfants, sans le vouloir, avec leur candeur, leur innocence, leur opiniâtreté, vont littéralement tout dynamiter. Une lectrice nous dit « Catherine Pancol dépeint à merveille l'héritage familial et la transmission des valeurs, aussi bien que l'histoire de la famille sur plusieurs générations. Ce qui permet d'ancrer des racines solides aux relations humaines. Une véritable œuvre romanesque dont il est difficile de se détacher, car les personnages s'impriment dans nos vies comme des amis proches. » Extrait de « La mariée portait des bottes jaunes » de Catherine Pancol. Moderne avec des baies vitrées au milieu de la forêt. Une belle forêt, plantée de chênes, de pins noirs, de cèdres, de charmes, d'érables et de hêtres. Avant, ils habitaient un lotissement. Avant, c'est quand papa vivait avec eux. Elle aime grimper dans le grand chêne devant la maison, s'asseoir sur une branche, se caler dans une fourche. Elle scrute les nœuds des branches, les veines des feuilles. Sa joue glisse sur les éraflures. Elle écoute le vent, le tonnerre, la pluie. Elle peut même entendre la machine à café là-bas dans la cuisine, le couteau qui tranche le pain, le feu sous la casserole, la tartine qui saute dans le toaster, maman qui gratte l'évier avec son ongle pour décoller une tache de jaune d'œuf. Tous les bruits font partie d'elle. Elle est le vent, la branche, la feuille, le pain de céréales dans la cuisine et le couteau qui va le trancher. Au départ, la Mercedes ne possédait pas de ceinture de sécurité. C'est un modèle de 1963. À l'époque, la ceinture n'était pas obligatoire. Muriel avait insisté pour qu'il en installe. Il rechignait. « On est en 2010 aujourd'hui, c'est obligatoire », elle disait. Il prétendait que ça nuirait au chic de la voiture. « Eh bien, » avait conclu Muriel, « tu te promèneras tout seul dans ta belle voiture et tu auras l'air d'un con. » Elle avait dit « con » devant les enfants stupéfaits. Elle s'exprime avec soin, affirme qu'il existe toujours un terme précis pour remplacer un gros mot. Il suffit de le chercher. Prononcer des gros mots est un signe de paresse, de laisser aller. Elle déteste les avachis. Elle aime le pousser à bout. Elle parle par paraboles, récite des vers, raconte des vieilles légendes. Elle ne répond jamais à ses questions. Lui lance des défis, le titille, le nargue. Pour qu'il commette l'irréparable. Le jour de son mariage avec lui, elle portait un tailleur vert pomme, une voilette violette, des bottes en caoutchouc jaune, un sac à main rouge cerise, un perroquet sur les marches de la mairie. Les témoins avaient filé tout de suite après avoir signé le registre. Ils avaient été pris au hasard parmi les employés municipaux et n'avaient pas que ça à faire. Et puis, une mariée ne porte pas des bottes jaunes en caoutchouc le jour de son mariage. Ça se fait pas. Il avait fini par installer des ceintures de sécurité. Il ne bouclait jamais la sienne, conduisait une main sur le volant, l'autre sur le levier de changement de vitesse. Il portait des lunettes de soleil, signées Ray-Ban sur l'une des deux branches, qu'il repliait avec soin avant de les glisser dans la pochette de sa veste. Des poils noirs percent sous les bourrelets roses. India a envie de les arracher. Peut-être qu'il perdrait le contrôle de la voiture qui irait rouler dans le fossé. Peut-être qu'il s'écraserait contre le volant. Il pourrait même mourir. Elle se couvre la bouche de la main comme si elle avait jeté un sort. Elle voudrait que ça arrive, mais qu'elle n'y soit pour rien. Qu'elle s'en lave les mains.
On dirait qu'il serait mort et on récupérerait maman. Maman qui allait comme un gant avec papa. Mais voilà. Papa est mort. Et lui est vivant. C'est du Catherine Pancol. La mariée portait des bottes jaunes. Décidément, le jaune est dans tous ses titres. Vous vous souvenez, c'était les yeux jaunes des crocodiles, quelque chose de genre qu'elle avait déjà écrit. Et Catherine Pancol. Bon, ben voilà ce qui vient mettre un terme à ces propositions de lecture par les oreilles en audio que je vous propose cet été, alors que des livres plein les oreilles est en vacances. Merci beaucoup à mon ami Mathieu Tessier de m'accompagner dans cette aventure estivale, et puis merci à vous. Je m'appelle Clotilde Sey et j'aurai le plaisir de vous retrouver la semaine prochaine pour vous faire d'autres propositions de lecture audio estivale. Prenez soin de vous. Salut.